vu l'heure qui avance, après tant de brillants intervenants et intervenantes, mais mon premier message, ça sera que effectivement le combat judiciaire est nécessaire, mais en aucun cas, et c'est un comble venant d'un avocat, mais en aucun cas il n'est suffisant en soi. Mais le combat judiciaire dans cette matière, qui est une lutte d'idées et une lutte autour de comportement, doit accompagner et doit être accompagné de luttes politiques, de luttes éducatives, de luttes culturelles, de luttes de communication sur ce terrain. Je m'explique, je veux rebondir sur l'exemple que tu as donné au départ, l'exemple de la prime de naissance à Vitrolles. C'était une prime de naissance de 5 000 francs à l'époque, qui avait été décidée en février 1998 à la mairie de Vitrolles. L'OFN, sous Catherine Maigret et Hubert Fayard, avait pris la mairie depuis un an, fin février 1997. Et surtout, cette prime a été décidée à 4-5 semaines avant les élections régionales du 15 mars 1998. Alors, pourquoi je considère que le débat judiciaire que vous avez mené, que tu as mentionné, était à la fois nécessaire, mais à la fois que l'OFN l'avait lui-même intégré dans son calcul. Ce qui fait que pour déjouer le calcul, il faut le mener, le combat judiciaire. Il ne faut pas déserter le terrain, il ne faut déserter aucun terrain devant cet ennemi-là, mais qu'il devait être accompagné forcément d'autres choses. L'OFN avait annoncé cette prime donc à 4 semaines des élections régionales du 15 mars 1998, qui avait vu d'ailleurs un certain nombre de succès du FN, parce qu'il avait réussi à s'allier un certain nombre de présidents de conseils régionaux, notamment Charles Millon, pour ne pas le mentionner, parce qu'il est en train de rebondir dans la campagne d'un certain candidat qui s'appelle François Fillon, où il était assis au premier rang de son meeting lors de l'élection primaire de novembre 2016. Et donc, l'OFN à la mairie de Vitrolles est celui qui était derrière, parce que déjà, il y a une inéligibilité qui préside l'élection de Catherine Maigret, c'est celle de son époux, Bruno Maigret, qui est le maire par consort interposé de Vitrolles. Et donc Bruno Maigret, inéligible, mais qui dirige pas derrière la mairie de Vitrolles, il dit « Certes, nous savons que c'est illégal au jour d'aujourd'hui cette prime de naissance. » Ouvrez les guillemets, nous savons donc qu'elle sera retoquée par les tribunaux administratifs. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Certes, nous savons que c'est illégal aujourd'hui, mais notre but, ça sera de démontrer que les lois telles qu'elles sont aujourd'hui sont mauvaises, et donc il faut les modifier, qu'il faut les changer, et donc il faudra élire en conséquence des députés Front National à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes sur le terrain de démonstration politique qui se sait non conforme aux lois telles qu'elles existent, et nous sommes donc en face d'un défi qui est lancé, mais qui n'est pas uniquement lancé sur le défi juridique, parce que le FN sait que sur le plan juridique, c'est perdu. Mais il veut que l'affaire soit portée, quitte à ce qu'il soit condamné pour cette pratique, et quitte à ce qu'il ait au moins la communication autour. Donc pour autant, il ne fallait pas laisser ce combat de côté, et vous aviez raison de faire condamner cette prime, qui a été déclarée très rapidement illégale et à juste titre par le tribunal administratif d'Aix-en-Provence. Mais il faudra toujours accompagner ces combats sur le terrain judiciaire par l'éducation populaire, par la communication évidemment autour des combats judiciaires qui sont menés, la mobilisation dans les prétoires, dans l'assistance, mais aussi dans la rue, et évidemment aujourd'hui, c'était moins le cas à l'époque, mais la mobilisation sur les réseaux judiciaires. Alors moi je ne dis pas que l'OFN s'en fiche complètement, surtout aujourd'hui qu'il est depuis 2011 dans une stratégie dite de dédiabolisation, l'OFN ne se fiche pas des condamnations. On le voit à l'heure actuelle sur notre terrain, avec les poursuites, alors non pas sur le terrain des discriminations ou des appels à la haine raciale, mais sur le terrain de l'abus de fonds publics, avec ce qui se passe notamment avec ces pseudo-assistants et assistants parlementaires au Parlement européen, l'EFN est quand même gêné aux encablures par les poursuites dont il fait l'objet et par les convocations judiciaires, et ce qui l'empêche d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen a exploité relativement peu, alors que normalement c'est un parti qui se place sur le terrain du tous pourri, mais l'OFN a relativement peu exploité les difficultés judiciaires de François Fillon, justement parce que ça lui reviendrait immédiatement en boomerang. Mais vous parlez de la corruption des autres ou des convocations chez les juges pour les autres, mais vous aussi. Donc, je dis que ce n'est pas un élément à négliger, mais que ce qui est nécessaire n'est pas suffisant en soi. Surtout sur ce terrain-là. Maintenant, alors, pourquoi y a-t-il parfois des lacunes dans les poursuites lancées par les parquets ou dans les condamnations par les magistrats? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère qui a dit tout à l'heure que ça peut être un problème, par exemple, de formation.
Moi, je pense qu'il y a un problème de mentalité structurelle, c'est que notamment le parquet, c'est moins les magistrats des formations de jugement, mais c'est plutôt du côté du parquet, qui se voit dans ces fonctions, qui se voit structurellement, souvent, en tout cas dans la tête de ceux qui le représentent et celles qui le représentent, qui se voit comme un défenseur de l'ordre établi contre les gens qui causent des entorses, des contorsions à l'ordre établi. Et donc, ça pose effectivement une difficulté de combattre sur le terrain des idées, alors que ceux et celles qui luttent contre les discriminations se placent souvent aussi sur le terrain d'une transformation de la société qui est souhaitée. Moi, je pense que la difficulté vient de là. Je ne pense pas que ça vient, par exemple, de la difficulté purement juridique de qualifier l'intention et notamment l'intention spéciale en matière de délits liés au racisme. Je vais donner un exemple qui va dans l'autre sens. J'ai eu à connaître à l'époque en tant que salarié juriste dans l'association antiraciste de MRAP, j'ai connu un dossier dans lequel nous étions impliqués, ça se passait dans les Alpes de Haute-Provence, où l'intention était déclarée, ce qui n'est pas toujours le cas dans les crimes liés au racisme. Et il y avait quelqu'un qui, en frappant une personne lors d'une fête dans un village, avait dit sale arabe. Donc l'intention était plus que qualifiée parce que le propos a été tenu. Sauf qu'il y avait erreur, donc on était sur le terrain de l'atteinte donc, à une personne en raison de ses origines, on était sur le terrain plus de la tentative, dans la mesure où, manque de bol pour le raciste, la victime n'était pas arabe, elle était réunionnaise. C'était un jeune homme réunionnais. Et donc le magistrat a décidé de ne pas poursuivre pour racisme en disant, mais bon, il a dit sale arabe, mais comme l'autre n'est pas arabe, ce n'est pas caractérisé. L'intention, ce n'est pas une difficulté de qualifier l'intention, elle était plus que claire. Elle a été énoncée, les mots ont été prononcés. Moi, je crois qu'on est sur un terrain de difficulté structurelle qui est que nous avons des personnes qui se veulent défenseurs de l'ordre établi. Alors, comment contourner parfois ces obstacles? Alors, je ne voudrais pas généraliser d'ailleurs. J'ai vu des substituts du parquet, j'ai vu des représentants du parquet, parfois assez motivés. Et parfois d'ailleurs, sachant eux-mêmes sur les limites des condamnations ou des poursuites. Tout à l'heure, il a été soulevé la question, est-ce que ce n'est pas un problème de demander un franc symbolique ou un euro symbolique à titre de condamnation? Alors pour quelqu'un de la fortune de Jean-Marie Le Pen ou de Brigitte Bardot, puisque je vais parler d'elle ou autre, pour eux, que ce soit 1 euro ou 10 000 euros, ça reste de l'ordre du symbolique en raison de la fortune qu'ils possèdent. Jean-Marie Le Pen, en raison de ce fameux héritage des cimenteries Lambert en 1976, entre autres. Toujours est-il que j'ai vu, par exemple, une substitut de parquet dans une affaire où nous poursuivions Brigitte Bardot pour des propos dont elle est coutumière. Elle a récidivé encore cette année 2016, mais à l'époque, on était en 2007. Elle avait, une fois de plus, proféré des propos de haine à l'encontre des musulmans à l'occasion de la fête de Aïd el-Kébir, en prenant sa casquette de défenseur des droits des animaux et en sautant de la défense des droits des animaux à l'abattage rituel et de là au sang qui est répandu par les musulmans qui envahissent notre pays, etc. Donc elle est coutumière du grand mélange des genres, de la grande confusion des genres à ce titre. Et j'ai vu quand même une représentante du procureur qui disait des peines d'amende ne suffisent plus. Et je vais demander, elle a dit la prochaine fois je demanderai de la prison parce que les condamnations financières visiblement ne vous impressionnent pas. Donc, parfois, on a des représentants du parquet motivés, mais ce n'est pas toujours le cas, plutôt pour la raison que j'ai dite. Alors, comment le contourner? Il a été évoqué à plusieurs reprises l'exemple de faire des citations directes. Alors, il faut savoir pour les non-juristes que c'est une procédure périlleuse, dans la mesure où c'est comme si on provoque quelqu'un en duel. On donne rendez-vous un jour et dans un lieu déterminé, le tribunal XY, à une heure déterminée, à une date déterminée, à une partie adverse, mais il n'y a pas de qualification par des magistrats ou par le parquet, donc par des juristes professionnels. Donc, l'attaquant, le plaignant, doit tout qualifier et la moindre erreur fait que le dossier est mort. Parce qu'il n'y a pas eu de travail de qualification préalable par des fonctionnaires qui sont des juristes professionnels. Donc, la moindre erreur sur les faits ou sur la qualification mène à la mort du dossier. Toujours est-il qu'il y a, par ces procédures, des dossiers qui ont été gagnés et pas des moindres. Je vais en citer un que j'avais suivi à l'époque au BRAP. Ça ne concerne pas un élu d'un parti d'extrême droite, même si les idées ne sont pas loin, mais il s'agissait quand même d'un ministre de l'Intérieur en exercice à l'époque, un certain Brice Hortefeux, qui avait tenu un certain 5 septembre 2009 la fameuse phrase à un jeune
membre de son propre parti, qu'on lui avait présenté, avec les mots « c'est notre petit arabe », ce qui était faux, sa mère était portugaise, son père était kabyle, donc il n'était même pas arabe, mais on lui avait donc présenté ce jeune avec ces mots, et le ministre n'avait pas de meilleure idée que de dire il en faut toujours un, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Alors, cette affaire a été attaquée par citation directe, et même par rapport à un ministre de l'Intérieur en exercice à l'époque, et je n'étais pas le premier surpris, cette affaire a été gagnée au moins en première instance. Pour des raisons de procédure, elle a été perdue en appel, pour des raisons de pure procédure, parce qu'il y avait effectivement une question entre le code pénal qui vaut pour l'incitation à la haine raciale publique et la loi sur la liberté de la presse qui vaut lorsque c'est non public. Toujours est-il que même la représentante du parquet a demandé une condamnation en première instance, et donc toujours est-il que même si le ministre en question a été relaxé en appel en novembre 2010, suite à la fin provisoire de sa carrière, donc suite aux élections d'avril-mai 2012, il a dit lors d'une série dans le journal Le Monde qui présentait d'anciens membres de la majorité sortante de Sarkozy à l'été 2012, Brice Hortefeux a cité cette affaire comme le pire souvenir de toute sa carrière politique. Donc, toujours est-il que ça laissait un peu des traces. Donc moi, je dis que ces procédures ne sont pas rien, il ne faut pas déserter ce terrain, même s'il ne se suffira pas à lui-même. Et évidemment, si je peux dire un mot en ce que tu dis sur la mobilisation des organisations syndicales, c'est évidemment un terrain important. Alors je citerai deux, parce que tu as parlé de la déclaration de la CFDT, qu'il faut saluer. Il y a eu un processus qui a été lancé ici même dans cette salle le 29 janvier 2014, lorsque 600 militants, militantes d'organisations syndicales, c'était d'autres, à l'époque c'était CGT, FSU et Solidaire, ont été réunis pour lancer une campagne sous le titre « La préférence nationale est incompatible avec le syndicalisme ». Hier, la CFDT, elle, a envoyé un document de 6 pages à tous ses adhérents pour dire que là aussi, les pseudo-valeurs que défend le FN sont incompatibles avec le syndicalisme. Et donc, évidemment, quelle que soit l'organisation syndicale, là-dessus, il faut être absolument unitaire, mais le mouvement syndical a un rôle primordial à jouer sur ce terrain, bien évidemment. Merci beaucoup. Et le mouvement